Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à l'investissement dans l'immobilier durable. Euh, on va pouvoir commencer, il est 13 heures comme prévu. J'espère que vous m'entendez toutes et tous. Je vois que Roman vient de se connecter. Roman, je pense qu'on m'entend, hein, c'est bon. Oui, c'est tout bon. Super. Eh bien, merci à toutes et tous d'être présents et présentes à ce webinaire dédié justement à cette nouvelle classe d'actifs qui a été lancée au sein de l'assurance vie Helios et Goodvest. Donc cette classe d'actifs qui se nomme immobilier durable. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous détailler, vous faire peut-être un petit rappel justement sur l'offre en assurance vie Helios et Goodvest, hein, ce que comporte cette offre et quelles sont justement ces nouveautés qui ont été intégrées tout récemment. Bien évidemment, vous pouvez poser vos questions dans la rubrique dédiée aux questions. Il y a une rubrique chat et une rubrique questions. Et on essaiera d'y répondre à la fin de ce webinaire si ça vous convient. Voilà, je pense que Roman, on peut commencer. Oui, c'est tout bon pour moi. Juste pour information, oui, pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romane et je travaille en fait chez Helios. Donc voilà, si vous avez des questions, alors la plupart seront pour Mathieu. Du coup, je les remonterai au fur et à mesure ou à la fin plutôt du webinaire. Et puis voilà, bonne écoute à tous. Super. Et moi, pour me présenter effectivement très rapidement, donc moi, pour le coup, je ne représente pas forcément Helios, mais plutôt Goodvest, donc la société avec laquelle justement Helios a créé son contrat d'assurance vie. Donc moi, je suis directeur de l'offre et de l'ISR du coup chez Goodvest. Et donc notamment, l'objectif, c'est de vous présenter cette nouvelle classe d'actifs. Donc voilà le sommaire de notre webinaire. Comme je vous l'ai indiqué, un petit rappel justement sur l'assurance vie, focus sur l'investissement en immobilier et l'immobilier chez Goodvest, chez Helios et Goodvest au sein des différents contrats d'assurance vie. Petit rappel sur Goodvest. Goodvest, c'est une plateforme d'investissement éco-responsable pour les particuliers. On propose des produits d'épargne et d'investissement à destination d'une clientèle particulière. Et on a notamment co-créé donc du coup l'assurance vie Helios et Goodvest, donc que propose aujourd'hui Helios pour ses clients, que vous pouvez notamment retrouver sur l'application. Pour vous donner quelques chiffres justement sur Goodvest, Goodvest, en un peu plus de 3 ans, c'est quasiment 200 millions d'euros d'actifs sous gestion, plus de 16 000 contrats qui ont été ouverts et en termes d'impact, c'est plus de 100 000 tonnes de CO2 qui ont été économisées. Et bien évidemment, un impact sur la biodiversité réduit. Vous l'avez compris, hein, l'objectif d'Helios et Goodvest, c'est de proposer des produits d'épargne et d'investissement qui reposent justement sur des critères environnementaux et sociaux, en accord en tout cas avec l'urgence climatique et sociale d'aujourd'hui. Donc tout simplement, on redonne de la transparence et on met fin au greenwashing dans le monde de l'investissement. L'assurance vie Helios et Goodvest, pour redéfinir rapidement ce qu'est l'assurance vie, hein, parce que ça va être le réceptacle qui va accueillir l'ensemble de vos investissements, que ce soit les investissements actuels ou alors plus tard l'investissement dans l'immobilier justement responsable. L'assurance vie, c'est le couteau suisse de l'investissement, c'est l'enveloppe par définition qui vous permet de faire fructifier justement votre capital de manière optimale à long terme. C'est une enveloppe qui est assez puissante sur le plan patrimonial. Elle vous permet d'investir dans des conditions fiscales avantageuses, mais également avec une forte diversification. Donc, comme je vous le disais, c'est une manière de faire fructifier de manière optimale et diversifiée votre capital à long terme. C'est un placement qui est totalement liquide, hein, bien évidemment. Je mets fin aux rumeurs qui sont encore véhiculées aujourd'hui et même dans les médias les plus connus que l'assurance vie est bloquée pendant 8 ans. C'est totalement faux. L'assurance vie n'est pas bloquée 8 ans, elle n'est pas du tout bloquée. C'est simplement qu'au bout de 8 années, on obtient des avantages fiscaux complémentaires, donc une fiscalité plus douce, notamment sur les gains qui ont été générés au sein de cette assurance. Et donc, sur l'assurance vie Helios et Goodvest, bien évidemment, quand on parle d'assurance vie, forcément un assureur qui est derrière. Et l'assureur qui est en charge, par le biais duquel vous allez déposer finalement vos capitaux, c'est Generali, un des 3 plus gros assureurs européens aujourd'hui et qui s'engage également activement sur les sujets environnementaux et sociaux actuels. Voilà ce qu'il en est sur l'assurance vie. Au sein de cette assurance vie, vous vous souvenez, hein, on est en gestion pilotée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous donnez l'autorisation à Goodvest, qui est le mandant, de gérer finalement ce contrat en fonction de vos objectifs, de votre horizon d'investissement, tout simplement du profil investisseur que vous aurez défini au préalable. Chez Goodvest, au sein de l'assurance vie Helios et Goodvest, on en a 5, du plus prudent au plus audacieux. Et en fonction de ce profil de risque, effectivement, le niveau de risque
qui sera pris sera différent, et qui dit niveau de risque différent dit espérance de rentabilité également différente, parce qu'il y a un couple en finance qui ne se sépare jamais, c'est le couple rendement-risque. Plus on va prendre du risque en matière d'investissement, plus l'espérance de rendement pourra être importante. Donc, gestion pilotée en fonction d'un profil déterminé en amont, à partir de certaines questions, d'appétence au risque, d'horizon d'investissement, d'objectifs de placement, et également en fonction de thématiques d'investissement que vous connaissez d'ores et déjà, autour de la transition écologique, de l'emploi à la solidarité, des forêts, des solutions climatiques, qui vous permettent tout simplement d'accentuer la diversification aujourd'hui de votre contrat d'assurance vie uniquement sur des investissements cotés sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, on propose une variété de thématiques cotées. Et depuis peu, donc du coup, avec au sein de l'assurance vie Helios et Goodvest, vous allez voir apparaître, et c'est le logo tout à droite finalement de cette slide, c'est des nouveaux supports de diversification. Et donc là, exit finalement les investissements cotés sur les marchés financiers. On va ajouter une nouvelle poche d'investissement, un nouveau support de diversification en immobilier durable, et qui va finalement coexister à côté finalement des différentes thématiques que vous connaissez d'ores et déjà aujourd'hui. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment cette nouvelle classe d'actifs, l'immobilier durable. Avant de parler d'immobilier durable, on va peut-être parler d'immobilier en quelques chiffres. Aujourd'hui, l'immobilier, alors on vous a toujours dit, et moi le premier, l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Alors c'est vrai, mais en même temps, c'est pas forcément vrai. Le placement, en tout cas l'actif préféré des Français aujourd'hui, c'est l'immobilier. Aujourd'hui, c'est un actif qui fait partie intégrante du patrimoine global des Français. C'est plus de 55% du patrimoine des Français qui est investi dans l'immobilier aujourd'hui. Donc la preuve en est qu'on est sur un actif qui est très prisé aujourd'hui des citoyens, en tout cas des investisseurs et des investisseuses. Vous le savez, on dit toujours, avant d'investir, il faut mieux peut-être acheter son appartement, acheter sa maison ou autre. Dès finalement le plus jeune âge, on parle déjà d'investissement dans la pierre, parce que c'est quelque chose tout simplement qui est tangible, qui perdure dans le temps, on va dire, et voilà, tout simplement tangible, donc qui en fait aujourd'hui la première classe d'actifs représentée dans le patrimoine des Français. Ça, c'est ce qui concerne l'immobilier au sens large. Si on y va un petit peu plus de manière granulaire, c'est une classe d'actifs également qui se démocratise de par les innovations qui ont été créées pour justement promouvoir cette nouvelle classe d'actifs. Et notamment, je pense à ce qu'on appelle la pierre papier. La pierre papier, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est notamment ces véhicules d'investissement qu'on nomme SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Et ben, ces SCPI qui permettent d'investir au travers d'un véhicule d'investissement dans un parc immobilier et d'en percevoir finalement des loyers, c'est une classe d'actifs également qui se démocratise et qui participe également à justement la part que représente aujourd'hui l'immobilier dans le patrimoine des Français. Aujourd'hui, la capitalisation totale du marché de la pierre papier en France, c'est plus de 160 milliards d'euros. Donc la preuve en est que c'est un investissement aujourd'hui qui se démocratise davantage. Et un dernier chiffre, pas forcément sur la taille du marché, mais plutôt sur aujourd'hui le fait que dans notre pays, on traverse une crise du logement qui est assez forte. Et en témoigne ce chiffre, 518 000, c'est le nombre de logements qui sont nécessaires entre 2024 et 2040 pour répondre justement aux besoins de logement en France. Donc c'est un chiffre qui est très parlant aujourd'hui. Et c'est justement par cet investissement qu'on va réussir à adresser justement cette crise du logement, au-delà de ces biens qui sont nécessaires. On fait face aujourd'hui avec un déficit de logements neufs. Il y a un déficit de plus de 800 000 logements neufs depuis 2013. Et pourtant, on a un contexte démographique qui portera la France à un peu plus de 70 millions d'habitants, 73 millions d'habitants d'ici 2040. Et une urbanisation croissante aujourd'hui qui ne cesse de s'intensifier et donc qui va intensifier finalement la demande et qui va accentuer cette crise du logement auquel on fait face. Je vous ai parlé de la pierre papier. C'est la forme d'investissement dans l'immobilier dont on va parler aujourd'hui. La pierre papier, c'est tout simplement investir dans un support d'investissement plutôt que dans un bien immobilier en direct. Vous savez, aujourd'hui, quand on achète un bien immobilier, on fait des visites, on délègue ça à une agence immobilière, puis ensuite on passe devant le notaire, on fait une promesse d'achat, ensuite si on veut revendre, promesse de vente, minimum 3 mois avant de passer devant le notaire, etc. La pierre papier, c'est différent, c'est tout simplement déléguer
comme on peut le faire d'ailleurs dans un fonds d'investissement ou un ETF investi en actions ou en obligations, on délègue la gestion d'un parc immobilier à un professionnel de l'investissement. Donc là, il y a beaucoup d'intérêt. Déjà, on n'est pas tous des professionnels de l'investissement immobilier. Donc là, on va déléguer cette gestion à un professionnel qui va se charger justement d'acheter, de revendre ces biens immobiliers, de réaliser les travaux nécessaires, etc. Donc finalement, on délègue la gestion sans les contraintes liées à la gestion des loyers et à la gestion des biens en direct. Vous savez, hein, si on doit investir dans l'immobilier, il faut gérer l'ensemble des loyers, il faut faire face parfois à des loyers impayés, il faut gérer les travaux, il faut gérer les coûts d'entretien, les réparations, etc., etc. Donc là, d'investir dans la pierre papier, ça vous permet de déléguer l'ensemble finalement de ces contraintes à un professionnel de l'investissement. Ça permet également une mutualisation des risques, tout comme le fait de passer par un fonds ou un ETF en action, au lieu d'investir dans une action, on investit dans un panier d'actions. Dans l'immobilier, c'est exactement la même logique. Au lieu d'investir dans un bien immobilier, on va investir dans un parc immobilier qui va permettre de mutualiser les différents risques, à la fois, comme je disais, le non-paiement des loyers, les risques de dégradation des liens, des biens, les réparations, etc., etc. Et on va également mutualiser un risque qui est important, qui est le risque géographique et sectoriel. Et on va optimiser justement cette diversification géographique. Vous savez, hein, en immobilier, il y a une règle, il y a 3 règles en immobilier, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc aujourd'hui, si on veut finalement ne pas se tromper sur l'emplacement d'un bien immobilier, tout comme un investissement sur les marchés financiers, il va falloir diversifier d'un point de vue géographique justement son patrimoine immobilier. L'investissement en pair papier via des véhicules d'investissement permettent justement cette diversification géographique, mais également sectorielle, via du résidentiel, du bureau, du commerce, de la logistique, de la santé, etc. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que lorsqu'on investissait en direct, effectivement, on avait des contraintes également de liquidité, puisque lorsqu'on investit dans un bien, on va passer devant un notaire, on va avoir un délai pour revendre son bien, pour racheter son bien. La pierre papier, c'est un investissement qui est beaucoup plus liquide qu'un investissement en direct. Quand on revend un investissement en direct, c'est minimum 3 mois avant de passer devant le notaire. En pierre papier, ça peut être de 1 semaine à 1 mois. Tout dépend le véhicule qu'on va choisir, justement. Donc, c'est beaucoup plus liquide. Et surtout, la fiscalité également est beaucoup plus avantageuse sur de la pierre papier que de la détention en direct. Hein. Lorsqu'on détient en direct des biens immobiliers qu'on les revend, alors, sauf si c'est bien évidemment sa résidence principale, sauf si c'est sa résidence principale, pardon, on va avoir une fiscalité qui va être attachée justement à la plus-value immobilière. Lorsqu'on est sur par exemple, lorsqu'on va loger un support d'investissement en pierre papier au sein d'un contrat d'assurance vie, comme le contrat Helios et Goodvest, on va être justement dépendant de la fiscalité associée à l'assurance vie, qui est une fiscalité beaucoup plus avantageuse et, comme je le disais tout à l'heure, qui va s'adoucir au bout d'un certain nombre d'années, notamment au bout de 8 ans. Et enfin, l'investissement immobilier en pierre papier, c'est un actif qui est relativement moins volatile que l'investissement sur les marchés financiers. Pour rappel, hein, la volatilité, c'est ce qui va matérialiser le risque d'un placement. C'est notamment être l'écart des variations du placement à la hausse et à la baisse. Donc là, vous le voyez sur ce graphique, qui compare l'évolution de l'indice des prix du logement en France par rapport au CAC 40, qui est l'indice qui représente les 40 plus grandes capitalisations boursières françaises. On voit très bien que quand on regarde l'indice des prix du logement, donc qui matérialise l'évolution du marché immobilier, il est beaucoup plus stable que le CAC 40 finalement. Et c'est normal, ce n'est pas du tout le même type d'actif, mais la preuve en est qu'aujourd'hui, on est sur un actif qui est moins volatile, donc beaucoup plus résilient, beaucoup plus stable aujourd'hui que l'investissement sur les marchés financiers. Alors bien évidemment, petit disclaimer, ce ne sont un graphique qui est voué à comparer uniquement la volatilité de ces deux, donc le risque, hein, les variations de ces deux actifs, hein, marché financier et immobilier, mais dont les performances ne sont pas à comparer. Pas du tout sur la même chose, donc on ne va pas comparer ces deux indices. Il a vraiment vocation uniquement à vous montrer la volatilité de l'immobilier par rapport au marché financier, notamment en France. Et si on en revient à nos enjeux, vous savez, hein, Helios et Goodvest, on partage en tout cas un ADN fort, hein, qui est de répondre aujourd'hui aux enjeux environnementaux et sociaux, et tout simplement d'aligner aujourd'hui la finance, quelle qu'elle soit, avec les limites planétaires.
il y a forcément un lien aujourd'hui avec les enjeux environnementaux et sociaux. Le secteur immobilier, notamment du résidentiel tertiaire, c'est plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est un poste qui est relativement important et c'est d'ailleurs le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre après le transport. Aujourd'hui, le transport qui est le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre. En termes de consommation énergétique, de la même manière, là on en revient à l'aspect sobriété, le secteur immobilier aujourd'hui est un secteur qui consomme énormément d'énergie. Et la preuve sur ce chiffre, 44% de la consommation d'énergie provient du secteur résidentiel tertiaire. On peut faire également ces parallèles avec les sujets de biodiversité et les sujets sociaux. La preuve en est, sur la partie biodiversité, il y a des enjeux effectivement d'artificialisation des sols et donc de perturbation aujourd'hui des écosystèmes terrestres, et des écosystèmes d'ailleurs au sens large. Lorsqu'on va construire de nouveaux logements, potentiellement on va couler des dalles de béton, on va artificialiser, ce qui va perturber aujourd'hui des écosystèmes et ce qui va provoquer également un accroissement finalement des îlots de chaleur en zone urbaine. Et sur le plan social, je vous ai parlé de la crise du logement au sens large. Si on y va de manière un petit peu plus granulaire, il y a également des chiffres qui sont à montrer en matière de personnes sans domicile fixe ou mal logées. C'est plus de 4 millions en France. Et à côté de ça, on a plus de 4 millions de mètres carrés de bureaux qui vont être inoccupés aujourd'hui par des sociétés, alors même qu'on a un besoin de logement de personnes en situation de précarité et d'autres personnes également qui font face à cette crise du logement. Donc, Helios et Goodbest, on a décidé d'adresser finalement ces problématiques du secteur. Sur la partie climatique, en allant financer des projets qui favorisent l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, l'objectif, c'est d'aller financer des véhicules d'investissement qui vont investir dans des parcs et qui ont vocation justement à rénover, à améliorer l'efficience énergétique des bâtiments par de l'isolation thermique, de la ventilation double flux, promouvoir les sources d'énergie renouvelables également. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va réaliser au sein des supports d'investissement qu'on aura sélectionnés. En matière de biodiversité, il va falloir, au lieu de construire sur des écosystèmes non perturbés, on va aller essayer de financer des projets de rénovation et de transformation d'actifs existants. C'est notamment ce qu'on appelle le recyclage urbain. Et donc transformer, par exemple, des logements résidentiels en logements résidentiels, par exemple, des bureaux obsolètes qui ne sont pas forcément utilisés. Et sur l'aspect social, pareil, allouer une partie finalement de ces financements au financement de l'économie sociale et solidaire, que ce soit par la construction de logements sociaux, de crèches, d'écoles, d'hôpitaux ou encore des établissements pour seniors. Comment ça se traduit au sein de l'assurance vie Helios et Goodbest parce que là, je vous ai parlé de l'assurance vie, de l'immobilier durable. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver au sein de cette poche, de ces supports immobiliers durables. Et donc, au sein de l'assurance vie Helios et Goodbest, on va pouvoir retrouver, à côté des thématiques d'investissement dont je vous ai parlé tout à l'heure, des solutions de diversification et notamment une poche en immobilier durable qui vous donnera accès à 2 supports d'investissement qu'on a sélectionnés de manière assez rigoureuse et dont je vais présenter justement juste après. C'est une poche qui est accessible à tous les profils de risque, du plus prudent au plus audacieux, qui va vous permettre vraiment d'accentuer la diversification de votre portefeuille à côté des thématiques que vous aurez sélectionnées. Et au-delà de la partie diversification, ça va vous permettre également d'accentuer l'impact tout simplement de votre portefeuille. Notre méthodologie de sélection, comment on a fait aujourd'hui pour sélectionner ces véhicules d'investissement dont je vous ai parlé juste avant, donc juste que je remonte, Hiroconex et Novaxia qui sont gérés par 2 sociétés de gestion, la société de gestion Hiroko et la société de gestion Novaxia Investissement. De la même manière, on ne peut pas forcément appliquer notre méthodologie de sélection aux actifs cotés sur l'immobilier, donc on a développé une méthodologie qui repose toujours, vous connaissez notre ADN, peut-être motive. Cette méthodologie, elle repose toujours sur des critères, en tout cas sur des indicateurs scientifiques. On considère qu'aujourd'hui, ces enjeux-là, c'est une affaire de science. Donc, il faut se baser aujourd'hui sur des indicateurs scientifiques tangibles pour mesurer en tout cas notre impact sur l'environnement. Donc, comment on a fait? On a sélectionné un panel finalement de supports d'investissement classés article 8 ou 9 au sens de la réglementation SFDR, donc qui tiennent compte aujourd'hui d'objectifs environnementaux et sociaux dans le cadre de leur gestion. On a regardé également la philosophie du fonds.
Donc, est-ce que le fonds qu'on aura sélectionné a vocation uniquement à acheter des biens immobiliers et d'en percevoir des loyers pour les redistribuer aux porteurs, aux investisseurs, ou alors est-ce qu'il va justement s'attaquer aux problématiques de l'immobilier en France et notamment présenter des solutions aux problématiques actuelles en matière d'efficience énergétique, de préservation des espaces naturels, etc. Il faut toujours également mesurer, comme vous le savez, hein, je vais parler d'indicateurs scientifiques. On va reprendre un des indicateurs phares aujourd'hui qu'on utilise, qui est à notre sens un indicateur scientifiquement quantifiable et évaluable, qui est le CO2, l'empreinte carbone. On va regarder finalement l'empreinte carbone, l'intensité carbone des fonds par rapport à des indices de référence sur le plan d'un point de vue européen, uniquement sur des supports d'investissement européens. Donc, on va vraiment regarder dans quelle mesure l'intensité carbone finalement de ces fonds est inférieure à des supports d'investissement, des biens immobiliers autres qui se situent, qui se localisent au sein du continent européen. Et au-delà de l'intensité carbone, de la même manière, hein, par la consommation énergétique, on va faire en sorte que la consommation énergétique des biens soit inférieure à celle de ces indices de référence. Et comme l'immobilier, on ne peut pas faire qu'une photo à l'instant T, on a adopté une démarche, ce qu'on appelle dans le monde financier, de best effort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder, on va pas faire uniquement une photo à l'instant T, on va regarder à long terme les initiatives, en tout cas, qui sont prises par la société de gestion qui va gérer le fonds. Et on va regarder les efforts qui vont viser à améliorer les indicateurs de durabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on va réévaluer chaque année pour regarder où on en était l'année passée, où on en est cette année, et est-ce qu'il y a eu justement une diminution de l'impact environnemental d'une année à une autre. Et on va regarder toujours les décisions, les initiatives qui sont prises pour voir si ces initiatives vont participer justement à l'amélioration de la durabilité de ces supports d'investissement et tout simplement du parc immobilier dans sa globalité. Bien sûr, après avoir fait tous ces filtres, hein, bien évidemment, il y a toujours un aspect financier, en termes de viabilité économique, de performance financière, de structure de financement. On va regarder également si les véhicules d'investissement font appel de manière conséquente à de l'endettement. Quand on fait appel énormément à de l'endettement, on prend également un autre risque, un risque de taux d'intérêt. Donc, on fait vraiment attention justement à comment la société va se financer et comment elle va financer ses opérations immobilières. Et bien évidemment, après, dans toute transparence, on vous montre justement l'ensemble de ces opérations, de ces biens qui ont été acquis au sein de ces supports. La sélection, un petit peu spoilé tout à l'heure, mais on a sélectionné deux supports, Novaxia Air, qui est une SCI. Alors, je n'ai pas parlé de SCI au sens… j'ai évoqué le terme de SCPI, qui est un terme qui est plus commun aujourd'hui quand on parle de pierre-papier. Nous, chez Goodvest, on a décidé de ne pas forcément choisir des SCPI, mais plutôt des SCI. Le fonctionnement est le même en réalité. On va acheter un bien immobilier, un parc immobilier, le locataire va payer un loyer et ça va participer justement à la performance du support d'investissement. La différence étant que dans le cadre d'une SCPI, on est sur un véhicule de distribution, donc les loyers vont être distribués aux investisseurs. Dans le cadre de SCI, on est sur un véhicule de capitalisation. Et donc là, pour le coup, les loyers ne vont pas être distribués, mais recapitalisés pour justement faire jouer ce mécanisme des intérêts composés et ce fameux effet boule de neige qui fait croître la valeur de votre investissement à long terme. Donc, grosso modo, SCPI, SCI, on est quasiment sur le même mode de fonctionnement. Les SCI ont des droits d'entrée. Vous savez, sur les SCPI, il y a toujours des droits d'entrée qui peuvent s'apparenter aux frais de notaire qui sont payés lors de l'achat d'un bien immobilier. Sur les SCI, l'avantage, c'est qu'on est sur des frais nuls, voire, ou alors très faibles, qui sont bien plus faibles que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les SCPI. Donc, Novaxia Air, SCI, article 9, donc la classification la plus exigeante en matière d'investissement responsable, labellisé, doublement labellisé, ISR et Finansol. Donc, ISR pour justement valider la prise en compte de critères environnementaux et sociaux au sein de la politique d'investissement, et Finansol pour justement cibler des investissements à vocation sociale et solidaire. Donc, chez Novaxia, qu'est-ce qu'on va faire? On va financer des projets de recyclage urbain. Donc, on va financer la transformation de bureaux obsolètes en biens résidentiels. Donc, ce qui va permettre d'adresser deux problématiques. La problématique du logement, dont je vous parlais tout à l'heure, la pénurie de logement auquel on fait face, et la problématique de l'artificialisation des sols.
puisque dans la mesure où on transforme, où on rénove de nouveau des bureaux en biens résidentiels, on ne construit pas. On peut démolir éventuellement pour reconstruire, mais au même endroit, c'est-à-dire qu'on ne va pas perturber de nouveaux écosystèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. De l'autre côté, sur Novaxia, je vous parlais de la belle Finansol. Novaxia va justement allouer une partie de ces financements à l'économie sociale et solidaire. Par exemple, ils vont financer des biens immobiliers à usage solidaire. Donc, un exemple qui est assez parlant, un exemple d'ailleurs qui est un immeuble qui est mitoyen du siège de Novaxia Investissement et qui va être loué au personnel de l'AP-HP avec des loyers modérés. Donc, ce qui va permettre justement d'héberger des personnes qui ne peuvent pas forcément, personnel médical qui ne peut pas forcément se payer le loyer d'un bien immobilier à Paris. Ça, c'est assez important. De l'autre côté, dans les phases de travaux, lors des phases de transformation, Novaxia va également mettre à disposition, via des baux d'occupation temporaire à titre gratuit, les biens immobiliers qu'elle va bientôt transformer, une fois le permis de construire obtenu, à des associations. Donc ça, c'est quelque chose qui va participer justement à l'élan social et solidaire de Novaxia. De l'autre côté, si on parle d'Iroko, alors Iroko, on est sur une SCI qui est beaucoup plus généraliste. Si vous connaissez peut-être la société Iroko, historiquement, c'était une SCPI, et ils ont décidé de monter une SCI pour intégrer finalement leur thèse et leur savoir-faire au sein d'enveloppes de capitalisation comme l'assurance vie. Et donc là, on est sur une stratégie beaucoup plus globale. On va vraiment aller financer des actifs à haute performance énergétique ou alors rénover des actifs énergivores. Et donc là, pour le coup, on va aller diversifier. On ne va pas faire que du résidentiel. On va aller financer de la logistique, du collivier, du commerce, du bureau, etc. Donc il y a vraiment deux moteurs de performance et deux moteurs dans cette SCI, pardon. À la fois un moteur de rendement, donc aller chercher des biens avec une bonne rentabilité locative, tout en veillant justement aux enjeux ESG dont j'ai parlé tout à l'heure, les enjeux environnementaux, et de la transformation, c'est ce qu'on appelle de la création de valeur, où alors Iroko va aller acheter des biens, les améliorer, puis ensuite les revendre pour aller créer de la plus-value. Quand elle les améliore, elle les améliore bien évidemment sur le plan énergétique. De la même manière, Iroko est labellisé Finansol. Alors, elle n'est pas labellisée ISR, mais elle est labellisée Finansol. Donc, l'objectif est d'aller financer justement soit des entreprises ou alors des biens à vocation sociale et solidaire. Par exemple, ils ont financé les locaux d'une association qui s'appelle le Silence des Justes, qui vise à favoriser l'insertion des personnes en situation de difficulté, atteintes d'autisme, etc. Donc, vous le voyez, ce sont deux enveloppes assez différentes, mais qui sont totalement complémentaires. On vous a mis également des exemples de biens qui ont été financés, par exemple chez Novaxia Air, l'acquisition d'un ensemble de bureaux et d'entrepôts à proximité de Toulouse, un projet qui s'appelle Toulouse de la Courtie, et qui va être transformé en résidence étudiante et de collivier. Donc là, on est en phase de transformation, les permis de construire ont été obtenus, et c'est plusieurs milliers de mètres carrés qui vont être transformés justement au sein de ce support d'investissement. Et chez Iroko, on vous a mis l'exemple de l'acquisition d'un ensemble immobilier de commerce de proximité, Biocop, Aldi, pharmacie, à Mont-de-Marsan, et c'est plus de 4000 mètres carrés de surface qui ont été achetés par Iroko et qui vont être également transformés en vue de respecter finalement la thèse d'investissement d'Iroko. En termes d'accessibilité, pardon Roman. Alors, j'entends pas du tout ce que tu dis. Excuse-moi. Je pense que j'ai un petit problème de son. Pardon, excuse-moi, Roman, j'ai un petit problème de son. Je pense que je ne l'entends pas. Je suis navré. Je regarde juste. Alors, Roman, je crois que c'est toi qu'on n'entend pas finalement. Est-ce que là, c'est mieux? Ah, là, on t'entend. C'est bon. Oui, non, mon micro était fermé, mais c'était lié à mon iPhone. Enfin bref. Non, je disais juste qu'il y a des petites questions sur la slide précédente. Ouais, alors je vais y revenir.
Tu veux, ouais, c'est juste, ça tombait sur le bon moment. Alors, on a Sylvie qui dit pourquoi, du coup, Iroko est article 8 et non pas article 9. Alors, c'est tout simplement une volonté de la société de gestion pour aller capter davantage de biens immobiliers. Quand on est article 9 au sens de la réglementation SFDR, on est assez bridé en termes d'univers d'investissement. Donc, on va devoir aller financer des biens immobiliers qui ont certaines caractéristiques. Là, pour le coup, sur Novaxia, ils vont déjà aller financer des biens immobiliers qui présentent déjà des caractéristiques assez fortes sur le plan environnemental et social. Chez Iroko, ce n'est pas leur objectif. L'objectif, c'est d'aller parfois financer des biens qui ont des TPE assez faibles, donc qui sont polluants aujourd'hui sur le plan environnemental, et d'aller les rénover. Et pour aller acheter ces biens finalement polluants, l'article 9, il faut être article 8 parce que l'article 9 ne le permet pas. Donc finalement, on est sur un article 8 pour aller diversifier davantage et aller capter un plus grand nombre de biens immobiliers en lien finalement avec les caractéristiques, la stratégie assez généraliste de la société. Ok, c'est très clair. Et on a aussi Guillaume sur cette slide qui nous demande aussi pour le loyer, est-ce que c'est mensuel, trimestriel? Alors justement, c'est ce que je disais sur les SCI. On n'est pas sur un loyer, sur une distribution de loyer comme les SCPI, on est sur une capitalisation. Donc les loyers, suivant la politique des locataires, est versé mensuellement, trimestriellement ou autre. En réalité, il ne va pas y avoir de détachement de loyer pour l'investisseur. Ça va être capitalisé et ça va participer à la performance finalement de la SCI. Là où des SCPI, la rentabilité d'une SCPI se mesure par la revalorisation de la part qui est faite une fois par an ou pas du tout, et par les loyers qui sont distribués, la performance d'une SCI se valorise uniquement par la revalorisation finalement de la valeur liquidative de la SCI qui intègre à la fois la revalorisation des biens et la perception des loyers. Donc, lorsqu'on investit en fait en SCI, on ne s'attend pas à percevoir des loyers, on s'attend à justement participer à la hausse de la valeur liquidative du véhicule d'investissement. J'espère que j'ai été assez clair pour Guillaume. Oui, je pense qu'il est en train d'écrire, donc continuons. Et puis Guillaume, si du coup vous avez des questions plus tard, on pourra. Ah, il me dit juste, donc c'est à la libération des parts qu'on perçoit une plus-value. Exactement, on est dans une logique de capitalisation comme l'assurance vie. C'est à la libération, au retrait de l'assurance vie qu'on perçoit la plus-value. Sur les SCI, c'est exactement la même chose. On voit la valeur liquidative évoluer à la hausse ou à la baisse parfois. Et c'est lorsqu'on décide de sortir qu'on perçoit finalement ces gains. Ok, très clair. Merci Mathieu. En termes d'accessibilité, donc, on vous en a parlé, l'assurance vie est disponible sur l'assurance vie Helios et Goodvest pour tous les profils de risque, pour les personnes qui ont un horizon d'investissement supérieur à 5 ans. Et ça, c'est une contrainte vraiment à avoir en tête. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, on n'investit pas pour 1, 2 ou 3 ans. Il faut avoir un horizon d'investissement suffisamment lointain. Et sur ces supports d'investissement, l'horizon d'investissement recommandé, notamment par les autorités de tutelle et notamment par l'autorité des marchés financiers, c'est 5 ans. Donc nous, on a décidé de rendre accessible finalement ces supports d'investissement pour les personnes qui auront un horizon d'un minima 5 ans d'investissement. En termes de proportion maximum, alors là pour le coup, on ne peut pas en mettre 100% de son contrat d'assurance vie. On va être plafonné à 30% maximum de la valeur du contrat. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ce sont des investissements qui sont moins liquides que les marchés financiers. Et tout simplement ensuite parce que ce sont les contraintes qui sont données par notre partenaire assureur Generali. Donc aujourd'hui, au sein d'un contrat d'assurance vie, vous pourrez mettre au maximum 30%, mais ce qui n'est pas totalement délirant, on va dire, avec cette logique de diversification. On est sur un actif de diversification, donc qui dit diversification, c'est que ça vient en périphérie, en satellite d'une allocation cœur. Donc, si ça ne fait pas partie de l'allocation cœur, ça ne peut pas représenter la majorité finalement d'un investissement. Donc, c'est ce qu'il faut avoir en tête. En termes de montant minimum, on est à 100 € minimum pour investir dessus uniquement par nouveau versement ou alors au moment de la souscription. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas réaliser d'arbitrage de sa gestion pilotée vers l'immobilier aujourd'hui. C'est uniquement par nouveau versement ou alors si vous le mettez en place au moment de la souscription. Et en termes de blocage des fonds, les fonds sont bloqués uniquement, notamment pour la SCI Iroconext, pendant 4 ans, sauf rachat total, décès et renonciation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous avez investi sur Iroconext, vous allez être bloqué 4 ans si vous souhaitez faire des retraits partiels, ce qu'on appelle des rachats partiels en contrat d'assurance vie.
En revanche, si vous souhaitez sortir totalement de votre contrat d'assurance vie, ce qu'on appelle un rachat total, là, le blocage, bien évidemment, ne s'applique pas. Pourquoi il y a ce type de contrainte? Tout simplement, ça revient à ce que je disais, on n'est pas sur des actifs, on est sur des actifs moins liquides, donc il faut maîtriser les flux entrants et sortants sur ce type de support d'investissement. Et en termes de tarification, donc qui dit support de diversification, dit effectivement tarification qui peut être un petit peu plus importante que sur de la gestion pilotée, ce qui est normal, hein, on n'est pas du tout sur le même type de gestion. Mais chez Goodvest et Helios, on conserve quand même une volonté de transparence déjà en matière de frais et surtout de diminution, en tout cas de tarification compétitive par rapport à ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Vous avez trois options sur l'immobilier durable. Soit vous pouvez investir dans une des deux SCI, soit à 100% dans Novaxia, soit à 100% dans Iroko, ou alors investir dans les deux. Et dans ce cas-là, la répartition se fera à 50-50 au sein de la poche en immobilier durable. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, ce que je vous ai mis, c'est une tarification effectivement maximum. Donc, vous avez vu, hein, la tarification peut aller jusqu'à 2,28% si vous avez choisi Iroko et que vous en avez mis 30%. Donc, bien évidemment, si vous mettez moins de Iroko, la tarification sera plus faible. Et sur, il y a une petite coquille sur les deux premières options. Donc, ça va jusqu'à 2,24 maximum, 2,24% tout compris si vous choisissez d'investir à la fois sur Novaxia et Iroko. Et si vous choisissez uniquement d'investir dans Novaxia, les frais s'élèveront à 2,21. VS, hein, vous vous rappelez, 1,95 maximum sur la gestion, si vous choisissez à 100% gestion pilotée. Ce qui va s'appliquer également, je vous ai parlé tout à l'heure de droits d'entrée. Novaxia, c'est une société civile qui va appliquer des droits d'entrée. Donc, ces droits d'entrée, comme je le disais, peuvent s'apparenter à des frais de notaire, hein, notamment quand on achète un bien immobilier, on va payer des frais de notaire. Et là, c'est un peu de la même façon lorsqu'on entre dans un support en pierre-papier. Parfois, on va pouvoir payer des droits d'entrée qui vont s'apparenter justement à ces frais que je viens de citer. Novaxia applique 1% de droits d'entrée qui sont totalement acquis à Novaxia. Helios et Goodvest, bien évidemment, ne perçoivent rien sur ces droits d'entrée. Et donc, si vous en mettez 30%, les droits d'entrée à l'échelle du contrat s'élèveront finalement à 0,30%. Hein, c'est proratisé. En revanche, Iroko n'applique pas de droits d'entrée. Donc, Iroko, c'est une SCI qui n'applique pas de droit d'entrée en contrepartie de frais de gestion qui vont être légèrement supérieurs pour compenser justement cette absence de droit d'entrée. Voilà ce que je peux vous dire sur la tarification. Et j'ai fini. On est quasiment dans les temps. Et je pense qu'on va pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Oui. Et je crois qu'il y en a déjà pas mal. Oui, alors on a déjà répondu à une partie. Ouais. Sur le dernier sujet, il y a Angéline qui demande en fait, si elle a déjà un contrat d'assurance vie Goodvest, qu'elle est intéressée par l'immobilier durable. Est-ce qu'il faut qu'elle rajoute 100 € mensuellement avec des versements programmés ou est-ce que c'est une seule fois? Non, pas du tout. C'est en une seule fois. C'est par le biais, effectivement, je ne l'ai pas précisé, c'est par le biais d'un versement complémentaire. Donc, ce n'est pas par le biais de versements libres programmés. C'est vraiment des versements complémentaires qui vont pouvoir être mis sur justement le contrat d'assurance vie. Et lors du versement, du nouveau versement sur le contrat d'assurance vie, il faudra bien choisir la poche immobilier durable. De toute façon, c'est proposé. Hein, vous allez voir, lors du nouveau versement, on proposera soit la poche en gestion pilotée, soit la poche en immobilier durable. Il faudra bien sélectionner immobilier durable. Et là, pour le coup, le montant minimum reste bien de 200 €. Mais il est possible de mettre plus, du coup. Mais il est possible de mettre plus, hein, bien évidemment, dans la limite, toujours, de 30% de la valeur maximum du contrat. Donc, vous faites le calcul. Hein, si vous avez mis 10 000 €, vous pouvez en mettre maximum 3 000 €. Très clair. Alors, je remonte un peu. Il y a également Christiane qui demande comment mesurez-vous les aspects de durabilité? Quels indicateurs utilisez-vous? Et comment vous assurez-vous que l'investissement n'est pas un effet dégénératif? Le marché financier est aussi l'un des facteurs contribuant à la crise du logement en Europe. Alors, comment on mesure les aspects de durabilité? Tout simplement, on épluche les rapports d'impact, les rapports annuels qui sont contrôlés, certifiés par des autorités, par des auditeurs tierces. Et donc, nous, on vient récupérer finalement l'ensemble de ces données.
On va utiliser tout un tas d'indicateurs. Alors, je pourrais vous les citer, mais il y a beaucoup de points de données qu'on va regarder en termes de consommation énergétique, donc par exemple de kilowattheures par mètre carré par an, à la fois en énergie finale et en énergie primaire. En termes d'émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations énergétiques, on va regarder tout ce qui est kilogrammes de CO2 par mètre carré par an émis justement par le bien immobilier. On regarde également tout ce qui est consommation d'eau en mètres cubes par an, de production des déchets en kilogrammes par mètre cube par mètre carré par an. Donc ça, ce sont tous les indicateurs finalement qu'on va regarder qui vont participer à notre analyse, qui est assez qualitative et quantitative. Et ensuite, on va comparer par rapport à ce qui est fait aujourd'hui en Europe sur l'ensemble des biens immobiliers, indépendamment de notre thèse d'investissement. Et donc là, on va s'assurer justement qu'on ait des indicateurs qui soient en termes de consommation énergétique et d'intensité carbone, qui soient inférieurs à ce qui est fait. Ensuite, sur l'effet dégénératif, je suis assez d'accord avec vous. La différence étant qu'on n'est pas sur les marchés financiers. On est sur le marché immobilier. Donc, on ne va pas être sur le marché, sur la bourse ou autre. Là, on vient financer des biens tangibles. On vient financer l'achat, la revente, justement, de biens immobiliers, l'amélioration, la rénovation, etc. Donc, finalement, comment s'assurer que l'investissement n'est pas un effet dégénératif? J'ai envie de dire que personne ne peut le faire. Ce dont on s'assure au préalable, c'est de la qualité, finalement, de la gestion des sociétés avec lesquelles on va travailler, de leur thèse d'investissement et de leur réelle volonté aujourd'hui de faire face à l'urgence climatique. Ok, merci beaucoup. On a Guillaume aussi qui demande quelle est l'ancienneté des deux SCI et leur performance de ces dernières années. Oui, alors l'ancienneté des deux SCI, elles sont assez récentes. Novaxia a été créé en 2021, Iroko en 2023. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ont des performances qui sont assez satisfaisantes. Typiquement, Iroko a délivré à peu près 6% l'année dernière, 6% également l'année d'avant. Novaxia, aujourd'hui, a délivré sur les précédentes années à peu près 5% par an. Ils ont une performance qui était inférieure sur l'année 2024, du fait notamment de l'environnement de taux d'intérêt qui n'a pas forcément été propice aux actifs immobiliers. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les SCI qui se comportent le mieux aujourd'hui en matière de performance. Aujourd'hui, quand on regarde des SCI comme, je ne vais pas citer de nom, mais il y a énormément de SCI aujourd'hui qui ont des performances très négatives, notamment un cas aujourd'hui de SCI, enfin même plusieurs, dont la performance peut descendre jusqu'à moins 20, moins 30, voire moins 40% sur les précédentes années. Nous, on a un objectif de rendement aujourd'hui qui est de 5 à 6%. Et pour le moment, en tout cas sur les dernières années, les SCI qu'on a sélectionnés s'y tiennent. Très clair. Alors après, Sylvie, une SCI dans une assurance vie suit-elle la fiscalité propre à l'assurance vie? Sinon, quelle est sa fiscalité? Totalement. Et c'est tout l'avantage, c'est que justement, on n'est pas adossé à la fiscalité de l'immobilier en direct, mais bien évidemment, on va suivre la fiscalité de l'assurance vie qui permet une capitalisation à l'abri de l'impôt tout au long de la phase de détention du contrat et une fiscalité beaucoup plus douce au bout de 8 ans. Donc, on suit exactement la même fiscalité que l'assurance vie. Ok, très clair. Et donc, du coup, Guillaume, oui, pour répondre à ta question, il est possible de souscrire un contrat d'assurance vie sans avoir ses comptes bancaires chez Helios. Ça, c'est directement, du coup, si je me trompe, Mathieu, mais sur votre site. Et après, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller également. Et du coup, il n'y aura pas que l'immobilier durable, parce que ça sera un contrat d'assurance vie globale avec l'immobilier en plus. Exactement, tout à fait. C'est bien ça. On a également Loïs qui revient sur les frais d'entrée. Vous avez dit que c'est 0,30%. Alors, il me semble que c'est une des deux SCI, mais Oui, c'est Novaxia, effectivement, uniquement Novaxia qui applique des frais. Alors, effectivement, c'est une petite coquille. Je suis navré de la slide. Iroko n'applique pas de droit d'entrée, donc c'est 0%. Novaxia applique des frais d'entrée de 1%. Dans la mesure où Novaxia ne peut pas représenter plus de 30% de la valeur du contrat, forcément, à l'échelle du contrat, les droits d'entrée ne seront pas de 1%, mais de 0,30 à l'échelle du contrat, mais bien de 1% sur Novaxia. Étant donné que si Novaxia représente 30% de la valeur du contrat, 30% de 1%, ça fait 0,30% de droit d'entrée qui est appliqué à l'échelle du contrat. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Iroko n'applique pas de droit d'entrée, Novaxia applique des droits d'entrée de 1%. très clair. En contrepartie, d'ailleurs, nous, ce qu'on a fait, c'est que sur l'assurance vie, donc vous vous rappelez, ça va rémunérer
trois acteurs, le gérant, l'assureur et les fonds dans lesquels on investit. Historiquement, Goodvest se rémunérait 0,9% et l'assureur 0,6%. Pour l'immobilier, ce qu'on a décidé de faire, dans la mesure où les frais peuvent être un peu supérieurs, on a diminué notre rémunération sur la poche en immobilier. Donc, on est passé, nous, de 0,9 à 0,6 et l'assureur, pardon, est passé de 0,6 à 0,4, ce qui nous permet toujours d'être alignés, finalement, avec les intérêts des détenteurs de contrats d'assurance vie Helios Goodvest. Très clair. Je crois qu'il n'y a plus trop d'autres questions, normalement. Je remonte également de mon côté, mais je crois qu'on a fait le tour de toute façon. Alors, je voyais Cécile de Villemar qui nous demandait le papier n'est pas si liquide que cela. Mon conjoint a voulu revendre ses parts de SCPI pour acheter notre logement et le délai était tel que nous avons dû faire autrement. Je suis assez d'accord avec vous. C'est pour ça que nous, on passe par les SCI, dont les délais sont à peu près de 1 à 2 semaines. Les SCPI, effectivement, le délai est beaucoup plus long. Ça peut être 1, 2, 3 mois. Mais ça reste quand même plus liquide que l'immobilier en direct. C'est ce qu'il faut avoir en tête. C'est beaucoup moins liquide que l'investissement en actions, en obligations, mais c'est plus liquide que l'investissement en direct. Et sur les SCI, donc les supports d'investissement qu'on propose, on est sur une liquidité qui est encore meilleure que les SCPI. Oui, c'est sûr que c'est plus liquide que acheter un appartement et de le revendre. Exactement. Mais je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, l'ensemble, pour retrouver toutes les informations sur le site d'Helios, sur cette poche en immobilier durable. Et si vous avez des questions, de toute façon, j'imagine que l'ensemble des conseillers, de toute façon, sont disponibles pour y répondre. Les conseillers Helios ou les experts Assurance Vie Goodvest pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et effectivement, le webinaire sera disponible en replay. J'ai vu la question passer tout à l'heure, une fois que l'événement sera terminé. Oui, tout à fait. On vous enverra, nous, un lien avec le replay. Formidable. Merci à tous. Merci à toutes et tous. Excellente journée. Au revoir. Bonne journée.